Alors déjà, on écrit à deux, ça change pas mal de choses. On raconte dans les deux livres, en la même France, des années 80, alors l'archipel part un peu avant, jusqu'à nos jours, sauf que, un peu comme un photographe qui photographie un monument, on ne s'est pas placé au même endroit, on n'a pas eu les mêmes angles de vue. Vous savez, souvent quand vous voyez une cathédrale la nuit, en fonction de l'endroit où sont placés les spots, vous ne voyez pas les mêmes détails architecturaux, et donc autant dans l'archipel français, je m'étais beaucoup penché sur les questions idéologiques, politiques, religieuses, démographiques. Autant là, on est plus sur une approche, et en grande partie grâce à Jean Laurent, sur les modes de vie, la consommation. Donc il y a toujours le même objet, toujours l'intérêt pour le territoire. On croit beaucoup à cette dimension spatiale, mais en racontant plus les grandes surfaces, les ronds-points, et un peu moins les résultats électoraux, les fréquentations des lieux de culte et autres. Et donc c'est, de mon point de vue, un éclairage plus exactement complémentaire sur le même objet, c'est-à-dire la France contemporaine, celle qu'on a sous nos yeux. On trouvait intéressant d'utiliser cet exemple des émissions de Stéphane Plaza parce que c'est une petite mythologie de la France contemporaine, mais c'est aussi un indicateur de la centralité de la maison, du foyer, et de manière générale du refuge sur la vie privée, sur ce petit cocon individuel et familial depuis la crise sanitaire. Une grande partie des urbains et des citadins se sont eux-mêmes mis à rechercher en fait ce modèle de la maison individuelle, ce modèle pavillonnaire qui était un petit peu dénigré en fait par les élites culturelles et urbaines pendant longtemps. Et on s'est rendu compte quelque part de la puissance du soft power du pavillon et de la maison avec jardin dans la France de l'après-Covid. Ce qu'on peut prévoir aussi, anticiper pour les années à venir, peut-être même pour la campagne présidentielle, c'est une politisation de ces enjeux liés au territoire, au cadre de vie, puisque cette France AAA qu'on décrit dans le livre, c'est une France des grandes villes, des quartiers bourgeois, mais c'est aussi une France des quartiers en gentrification dans certaines banlieues populaires, c'est aussi une France des littoraux, des montagnes, c'est la France où on a envie de vivre. Et donc le problème, c'est que ça a tendance à engendrer une lutte des places, dans laquelle vous avez des gagnants et des perdants, et vous avez surtout, ce que je trouve intéressant, des petits marchés immobiliers. Ça peut être des petites villes, des villes moyennes, ça peut être des campagnes qui sont attractives, parce que comme l'a dit Jérôme, il y fait beau, il y a des néo-ruraux, il y a des fêtes de village l'été, c'est sympa, le TGV, en une demi-heure, on est par exemple dans la Drôme, on a une heure de Valence TGV, on peut se retrouver assez rapidement à Paris, donc c'est des régions qui ont tout pour plaire. Problème, il y a un nombre limité de logements, et c'est vraiment un sujet qu'on voit monter très, très puissamment depuis quelques années, et on l'a vu pendant les régionales, sur la côte basque, sur le littoral breton, certains candidats proposaient un statut de résident, une sorte de préférence locale à l'achat, pour justement faire face à cet afflux de gens de l'extérieur, alors pas seulement de Parisiens, mais de citadins plus généralement, qui sont attirés par ce cadre de vie idyllique, qui peuvent avoir aussi juste envie d'acheter une maison secondaire pour faire du Airbnb et mettre des locataires au beau jour. Je pense qu'il va y avoir de vraies tensions en fait, politiques qui vont se cristalliser autour de cette question de l'immobilier. Pas de cadeau pour ses propriétaires, pour une raison simple selon le maire. Il veut protéger ses administrés qui vivent ici toute l'année. Ce contre quoi on veut se battre, c'est bien les volets clos et surtout ces logements vides, alors qu'une population locale qui vit et qui veut travailler ici ne peut pas s'y loger. Alors, on voit différents phénomènes. D'abord, on a une métamorphose des catégories sociales, notamment dans les milieux populaires. Donc, ces milieux populaires n'ont pas disparu, mais ils n'exercent plus les mêmes métiers que par le passé. Si on veut résumer d'une formule, le conducteur de poids lourd a remplacé le cheminot, et donc il n'y a pas le même taux de syndicalisation dans une PME de transport routier qu'à la SNCF. Le cariste, l'entre salarié, le magasinier des entrepôts a remplacé le métallo, donc là aussi, les salariés d'Amazon ne votent pas de la même manière que les ouvriers de la grande industrie. Déjà, il y a des mutations de ce point de vue-là. On voit par ailleurs que le rapport à la consommation et au mode de vie est en train de se polariser, de se politiser. Typiquement, si je parlais un instant d'Amazon, on voit bien qu'on a une France qui consomme massivement Amazon, qui peut aussi y travailler, et puis une France qui regarde ça de manière un peu dédaigneuse, qui estime que c'est un très mauvais service rendu à la planète que de recourir à tout cela. Et on voit comment des opérations promotionnelles comme le Black Friday, par exemple, polarisent la société française avec des appels au boycott contre d'autres
attendent très fortement cela. On le voit aussi dans l'alimentation, avec la victoire de listes écologistes dans certaines grandes métropoles. Et par exemple, la municipalité de Lyon qui a banni le cordon bleu des menus dans les cantines scolaires. Et donc vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que le cordon bleu dans la France d'après, c'est quand même un plat qui connaît un certain succès. Et donc c'est des choses qui ne seraient pas venues à l'idée des politiques il y a quelques années. Et donc on a essayé, voilà, dans la conclusion de ce livre, de tirer les fils et de montrer en quoi ces transformations, à la fois structurelles, mais aussi sur la place de cette consommation des modes de vie, pouvaient avoir une influence sur les comportements électoraux et puis les offres politiques aussi. On a deux images en fait. On a celle de la coupe géologique d'un terrain, où on voit différentes strates qui se sont sédimentées les unes après les autres, donc c'est ce qu'on a appelé le millefeuille culturel français. Donc il y a un ordonnancement plus ou moins bien respecté. Et donc il y a des endroits où les couches les plus profondes n'affleurent plus du tout, d'autres parfois elles surgissent et donc ça peut créer un aspect un petit peu déroutant. Et puis à côté de cette sédimentation et de cette superposition, il y a un autre grand schéma qui est celui de l'hybridation, avec plus la logique du kaléidoscope, où on va prendre différents morceaux, un peu à la carte, d'influence ou d'éléments, de briques élémentaires, particules élémentaires, pour revenir à Houellebecq, de différentes influences culturelles étrangères, et qu'on va recomposer un peu chacun à sa manière. Et donc Jean-Laurent a tout un chapitre sur notamment le tacos français, le French tacos, qui illustre sur le plan gastronomique cette hybridation. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter, pour rebondir sur les traductions politiques en fait, des modes de vie, que dans son premier meeting à Villepinte, Éric Zemmour a déclaré « La France n'est pas un menu à la carte ». Nous, on montre précisément que, en fait, oui, dans les faits, c'est plutôt un menu à la carte, en tout cas sur le plan gastronomique et culturel. Et c'est intéressant de voir que cette transformation met mal à l'aise une partie de l'électorat, une partie de la population, qui va s'accrocher sur des symboles. L'exemple notable du kebab, qui est un sandwich d'inspiration turque, enfin qui a été amené par l'immigration turque via l'Allemagne, qui aujourd'hui dans certaines villes du sud-est est considéré comme un indice du grand remplacement. Hein. Donc il y a aussi une politisation, une instrumentalisation de ces sujets. Nous, le but, c'est qu'on soit lu, et si ça peut rentrer dans le débat politique, dans le débat public plus exactement, voire électoral, pourquoi pas. Ensuite, le lecteur se fera sa propre opinion, on verra si les parties de ce livre, les arguments qui pourraient être éventuellement utilisés ou récupérés, le sont à bon escient ou non. Mais ça fait partie, j'allais dire, un peu du jeu, à partir du moment où on publie un essai de ce type. Et on n'est pas né non plus de la dernière pluie, c'est-à-dire à quelques mois d'une échéance présidentielle, on se dit s'il a un peu d'écho, c'est pas impossible qu'il puisse être utilisé ou mobilisé. Alors Jean-Laurent parlait du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Le même jour, il y avait Jean-Luc Mélenchon, à quelques kilomètres de là, d'écart, qui lui aussi tenait un meeting. Et il décrit cette France, alors lui il parle de créolisation, et il dit voilà, c'est le pays où le plat préféré c'est le couscous, et c'est un pays où on mange plus de pizza qu'en Italie. Et donc c'est intéressant de voir comment l'argument alimentaire peut être mobilisé par des camps opposés, mais s'ils l'utilisent, c'est qu'ils ont quelque part validé comme nous que ce terrain d'observation était très signifiant politiquement et culturellement en fait.